De la terreur archaïque à la conscience morale. D'après le texte de Victor Hugo. La conscience morale. Je vais vous lire quelques vers. Juste quelques vers. Et après, on va essayer de comprendre pourquoi il ne s'oublie pas. Lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Caïn fuit. Il a tué son frère Abel. Et depuis ce jour, il ne peut plus s'arrêter. Il marche 30 jours. Il marche 30 nuits. Il arrive au bord de la mer. Il construit une tente, puis un mur de bronze, puis une ville entière, puis une tour de pierre, puis il descend sous terre. Et à chaque fois, l'œil est toujours là. Ce poème, Victor Hugo l'écrit en 1859. Et il pose une question que je trouve toujours aussi juste, aussi dérangeante. Pourquoi Caïn ne peut-il pas s'arrêter? Ce n'est pas Dieu qui le retient. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la peur du châtiment. Il a déjà tout construit pour y échapper. C'est quelque chose en lui. Quelque chose qu'il ne peut pas regarder en face. Et tant qu'il ne peut pas le regarder, il ne peut pas s'arrêter. Pour comprendre Caïn, pour comprendre pourquoi certains d'entre nous aussi construisent des murs et ne peuvent pas s'arrêter de fuir, on va avoir besoin de deux penseurs. Sigmund Freud, d'abord, avec ses trois instances, le moi, le ça, le surmoi, des mots qu'on entend souvent et qu'on comprend rarement vraiment. Et Mélanie Klein, qui est descendue encore plus loin dans les origines de la vie psychique, qui a regardé ce qui se passe avant les mots, avant la pensée, et qui a nommé quelque chose que Freud n'avait pas entièrement vu. Ce qu'on va faire ensemble, ce n'est pas une explication du poème, c'est l'inverse. On va se servir du poème pour comprendre quelque chose de réel, quelque chose qui se passe en chacun de nous. Victor Hugo ne décrit pas le meurtre, il commence après. L'acte est déjà accompli et Caïn est en fuite. C'est l'image exacte de ce que Freud appelle le ça. Le ça, c'est la partie de nous qui agit avant qu'on réfléchisse. Elle ne connaît ni le temps, ni la morale, ni les conséquences. Elle veut maintenant. Sans calcul, sans espace entre l'impulsion et le geste. Freud appelle ça le processus primaire. C'est le régime du rêve, de l'acte impulsif. Dans le rêve, on ne se demande pas si ce qu'on vit est logique. Ça arrive et c'est réel. Le processus primaire fonctionne de la même façon. Il ne connaît pas la contradiction. Il ne connaît pas le délai. Caïn qui tue, c'est le processus primaire à l'état pur. Entre l'impulsion et le meurtre, rien. Pas d'espace, pas de pensée, pas de délai. Vous connaissez ce moment. Celui où vous avez réagi avant d'avoir décidé de réagir. Où c'est sorti, et après, vous vous demandez « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Ce n'est pas un mystère, c'est le ça. Et il ne faut pas le traiter comme un ennemi. Il n'est pas mauvais, il est archaïque. C'est ce qui nous permet d'avoir un comportement de survie. Quand il se manifeste, il a ses raisons. Elles sont souvent liées à des expériences anciennes que le corps n'a pas oubliées. Bessel van der Kolk a montré que chez ceux ayant vécu des traumas ou une insécurité affective intense, la voie rapide, celle qui court-circuite la réflexion, devient hypersensible. Les réactions automatiques sont plus fréquentes, plus intenses. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut le comprendre pour ne pas simplement se reprocher de manquer de volonté. Le ça ne demande pas à être supprimé, il demande à être compris. Et cette compréhension, c'est le travail du moi. Le moi, c'est l'instance qui négocie.
Il négocie entre ce que vous voulez, vos désirs, vos pulsions, vos besoins, et ce que la réalité permet. Il négocie aussi avec cette petite voix intérieure qui dit « tu n'aurais pas dû » ou « tu dois absolument ». Cette voix, c'est le surmoi. On y reviendra. Mais il y a quelque chose d'important à dire sur le moi. Il n'est pas entièrement conscient. Une partie de lui plonge ses racines dans le ça. Certaines de nos résistances, certains de nos héritements, certains de nos choix qui nous semblent raisonnés, sont en réalité pilotés depuis l'intérieur sans qu'on le sache. On croit choisir. Et parfois, c'est le ça qui choisit à notre place. Freud a une formule que je trouve toujours juste. Là où était du ça, doit advenir du moi. Ce qu'il veut dire, ce n'est pas que le moi doit tout contrôler, c'est qu'il doit advenir, exister, être présent. Et ce qui permet au moi d'exister vraiment, c'est une capacité que le processus primaire du ça n'a pas, celle du délai. Freud appelle ça le processus secondaire. Là où le primaire décharge immédiatement, le secondaire introduit un espace. Entre le désir et l'acte, quelque chose peut maintenant se passer. On pense, on évalue, on anticipe. Ce n'est pas le renoncement au désir. C'est précisément ce qui manque à Caïn. Il ne peut pas aménager. Il ne peut que fuir. Le processus secondaire n'a jamais eu le temps de s'installer, ou les conditions de sa vie ne le lui ont pas permis. Ce que cela veut dire, c'est que le moi n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui se construit, qui se développe et qui peut aussi régresser. Dans les états de terreur intense, de honte, de trauma, de fuite, une forme très archaïque du moi prend le dessus. Un moi de survie, qui ne pense pas, qui ne répare pas, qui fait une seule chose, fuir. C'est exactement Caïn. Le surmoi, c'est la partie de nous qui a tout retenu. Retenu ce qu'on nous a dit qu'on devait être, ce qui était bien ou mal, ce qu'on méritait ou pas, ce que les parents attendaient, ce que l'école valorisait, ce que la culture imposait. Tout ça, on l'a intégré. Et à un moment, on a arrêté de l'entendre venir de l'extérieur parce qu'il venait de l'intérieur. Freud écrit que le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe. Sa façon de dire que l'autorité ne disparaît pas, elle s'installe en nous. On l'intériorise. Ce surmoi-là est structurant. Il guide, il oriente, il donne un sens moral. C'est lui qui permet de ressentir une culpabilité authentique. Non pas la terreur d'être puni, mais la conscience d'avoir blessé quelqu'un qu'on aimait. Ce n'est pas le surmoi qui pose problème. C'est le surmoi trop dur. Quand le surmoi devient intransigeant, il transforme la culpabilité en honte. Et la honte, contrairement à la culpabilité, ne pousse pas à réparer. Elle pousse à se cacher. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis quelqu'un de mauvais ». Ce ne sont pas les mêmes états. Et ils ne produisent pas les mêmes comportements. Un surmoi souple génère de la culpabilité réparatrice. Un surmoi rigide génère de la honte paralysante. Car est dans la honte, pas dans la culpabilité. C'est pour ça qu'il fuit au lieu de se retourner. C'est pour ça que les murs n'aident pas. La honte, on ne peut pas la murer. Mais avant d'appliquer tout cela à Caïn, il faut introduire Mélanie Klein, non pas pour remplacer Freud, mais pour descendre plus profondément encore dans les origines de la vie psychique. Mélanie Klein a regardé encore plus tôt que Freud, avant le langage, avant la pensée. Elle a vu que le tout petit, quand il souffre et que personne ne vient,
ne peut pas se dire « ma mère est occupée, elle va arriver ». Il n'a pas encore ces outils-là. Ce qu'il ressent, c'est quelque chose de beaucoup plus brutal, une menace. Le monde se coupe en deux, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui protège, ce qui détruit. Et ce qu'il ne peut pas reconnaître comme sa propre rage, sa propre violence intérieure, il la projette dehors. L'autre devient menaçant. Parce que j'ai attaqué dans ma tête. Et j'ai peur d'être attaqué en retour. Mélanie Klein appelle ça la position schizoparanoïde. Le nom est barbare, mais l'idée est simple. Le monde est coupé en deux et je suis en danger. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la morale, c'est de la terreur pure. Certains adultes restent partiellement dans cet état. Nous aussi, nous pouvons parfois réagir de façon impulsive. Un regard un peu froid d'un supérieur devient une menace. Une remarque innocente d'un ami devient une attaque. Et on riposte sévèrement, ou on fuit, avant même d'avoir vérifié ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un état primitif que nous traversons tous et dans lequel certains restent coincés, non pas par défaut de volonté, mais parce que leur histoire ne leur a pas donné les ressources pour en sortir. La terreur archaïque ne résonne pas. Elle dit simplement « j'ai attaqué, donc je vais être détruit ». C'est Caïn. C'est le fonctionnement de base d'un système nerveux qui ne se sent pas en sécurité. Pour bien comprendre ce qui se joue chez Caïn, Klein opère une distinction essentielle entre la jalousie et l'envie. Et ce n'est pas la même chose du tout. La jalousie, on la connaît tous. C'est vouloir ce que l'autre a. Vouloir être à sa place. C'est douloureux, mais c'est humain. Il y a 3 personnages dans la jalousie. Moi, l'autre et ce que je veux obtenir. La jalousie pousse encore vers quelque chose, vers le désir de construire, d'obtenir à son tour. L'envie, c'est autre chose. C'est plus sombre, plus primitif. Dans l'envie, il n'y a plus 3 personnages. Il n'y en a que 2, moi et l'autre. Et ce que je veux, ce n'est pas avoir ce qu'il a, c'est que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la lumière de l'autre, sa bonté, sa réussite, sa grâce, me renvoie à mon propre vide de façon insupportable. Et la seule façon de faire taire cette souffrance, c'est d'éteindre la lumière. Caïn ne tue pas Abel pour prendre sa place. Il le tue parce qu'il ne supporte pas qu'Abel soit ce qu'il est. C'est l'envie au sens de Mélanie Klein. Et c'est beaucoup plus dévastateur que la jalousie. Parce qu'elle ne cherche pas à construire. Elle cherche uniquement à détruire. Et c'est pour ça qu'on ne répare pas ce qu'on a voulu anéantir. On ne peut que fuir. Mélanie Klein a un nom pour ce moment. Elle l'appelle la position dépressive. Pas la dépression au sens clinique, mais ce moment douloureux et vertigineux où on cesse de couper le monde en deux, où on accepte que j'ai blessé quelqu'un et que j'aimais cette personne, que la destruction et l'amour coexistaient en moi, que je ne suis pas tout beau ou tout mauvais, que l'autre non plus. C'est même vertigineux, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus se raconter que l'autre était tout mauvais. Et c'est là, exactement là, que naît quelque chose d'entièrement nouveau. Plus la terreur d'être détruit, mais le désir de réparer. On passe de « je vais être puni » à « j'ai fait du mal et je veux y remédier ». C'est ça, le passage de la terreur archaïque à la conscience morale. Ce n'est pas une règle qu'on applique de l'extérieur.
c'est quelque chose qui naît de l'intérieur, du fait d'avoir traversé cette douleur-là. Pour que Caïn traverse ça, il faudrait qu'il reconnaisse qu'il aimait Abel, que la destruction et l'amour coexistaient. Il ne peut pas aller vers cet endroit. Alors, la loi ne rentre jamais en lui. Elle reste dehors, sous la forme d'un œil qui traque. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Cette image me touche parce qu'on la reconnaît. Pas forcément dans un meurtre, mais dans ces moments où on fuit quelque chose en soi depuis longtemps, où on construit des murs, on s'occupe, on évite. Et malgré tout, l'œil est toujours là. La prochaine fois qu'une tension monte en vous, au travail, en famille, dans une décision, posez-vous une seule question. Qui parle en ce moment? Est-ce le ça, le processus primaire, qui décharge, sans délai, sans espace? Est-ce la terreur archaïque, cette instance plus calme qui tient ensemble ce que vous voulez, ce que la situation demande et ce que vous pouvez assumer? Identifier cette voie ne résout pas tout, mais ça crée un espace. Et dans cet espace, quelque chose devient possible que l'automatisme ne permettait pas. Cette peur viscérale d'être détruit qui pousse à fuir ou à attaquer avant de penser. Ou est-ce le moi? La différence entre Caïn et nous, ce n'est pas que nous sommes meilleurs. C'est que ce chemin de la terreur archaïque à la conscience morale peut être parcouru. Pas seul, pas facilement, mais il est possible. On commence un peu à se gouverner. Pour finir, lecture du poème de Victor Hugo. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près », dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit. Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. » Et, comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors, il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond. Étends de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante. Et, quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien » dit Tsilla, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, « Je vois cet œil encore. » Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière. » Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, « Cet œil me regarde toujours. » Enoch dit, « Il faut faire une enceinte de tours, si terrible que rien ne puisse s'approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville et nous la fermerons. » Alors Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine, chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth, et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile,
On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent aux murs l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer ». Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre, et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père, l'œil a-t-il disparu » dit en tremblant Tsila. Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn.